Bonjour tout le monde. Donc, lors de la dernière séance, on a essayé de déterminer donc, le calendrier fiscal, à savoir les modalités de paiement d'impôt. On a constaté que donc, le paiement, normalement l'impôt, on doit le calculer sur la base du revenu réalisé. Donc ça veut dire que premièrement, on doit déterminer le revenu, ça veut dire le résultat net comptable. Et après, donc on est censé lui appliquer le taux de l'impôt pour déterminer le montant de l'impôt et passer par la suite pour le payer à l'administration fiscale. Donc ça veut dire que lors d'un exercice 1, donc on est censé réaliser les opérations. Lors de l'exercice 2, donc on est censé déterminer le revenu, déterminer le montant de l'impôt et passer pour le paiement de l'impôt. Ça veut dire que le paiement de l'impôt, théoriquement ou logiquement, donc on doit le payer après l'exercice pendant lequel nous sommes soumis à l'impôt. Donc cette opération, donc normalement on a constaté qu'on ne peut pas l'appliquer du moment que on peut ou on risque de rater l'occasion donc de ne pas faciliter la tâche à l'entreprise parce que l'entreprise, lors de l'exercice 1, elle est censée encaisser le revenu et elle doit attendre un an après pour le paiement de l'impôt. Donc ça veut dire que le paiement de l'impôt ne coïncide pas avec la réalisation du revenu et on risque que l'entreprise ait utilisé le revenu et au moment du paiement de l'impôt, donc elle n'aura pas de quoi payer l'impôt, ça veut dire le disponible en revenu. Donc c'est pour ces raisons-là que, pour faciliter la tâche à l'entreprise, donc on a appliqué deux principes. Donc le premier principe, c'est le paiement en cours. Ça veut dire que dès que l'entreprise réalise le revenu, donc elle est censée passer chez l'administration fiscale pour verser un acompte provisionnel. Ça veut dire pour verser un montant de l'impôt calculé sur la base de l'exercice précédent, supposé, provisoire, en attendant le résultat définitif et par conséquent l'impôt sur les sociétés réelles. Donc en cours d'exercice, elle est censée payer un impôt provisoire, supposé sur la base de l'exercice de l'année précédente, et après la clôture de l'exercice et la détermination du revenu et du montant réel de l'impôt sur les sociétés, donc elle est censée passer chez l'administration fiscale pour régulariser la situation. Donc lorsqu'on passe chez l'administration fiscale, donc cet impôt réel, donc on est censé le comparer avec l'impôt provisoire pour constater s'il y a une différence. Donc soit la différence, on va la compléter à l'administration fiscale si l'impôt provisoire est inférieur à l'impôt réel, ça veut dire si au cours de l'exercice nous avons payé moins qu'il faut, donc on doit compléter la différence à l'administration fiscale, soit si on constate par exemple que l'impôt provisoire est supérieur à l'impôt réel, ça veut dire que nous avons payé plus qu'il faut et on a la possibilité toujours de récupérer ce qu'on a payé en plus. Donc quelle que soit la différence, donc on doit l'intégrer avec le montant de l'impôt provisoire qu'on va payer à l'administration fiscale et par conséquent donc régulariser la situation. Donc le montant de l'impôt provisoire qu'on est censé payer à l'administration fiscale n'est pas versé en un seul versement, sachant que donc si on le fait, on risque d'avoir un impact négatif sur la situation comptable et financière de l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons-là que, donc pour faciliter la tâche à l'entreprise, donc on doit normalement le répartir sur 4 acomptes, ça veut dire à la fin de chaque trimestre, donc vous êtes censé verser 25% du montant de l'impôt provisoire à l'administration fiscale. Bon. Maintenant, on va essayer de passer aux applications pratiques, ça veut dire au calcul de l'impôt sur les sociétés. Donc vous savez que c'est un impôt qui s'applique sur le fait générateur de l'impôt, c'est le revenu. D'accord? Donc c'est le revenu. Donc une fois que vous avez le revenu, donc, ça veut dire que vous devez payer un impôt. D'accord? Donc vous devez payer un impôt. Donc cet impôt s'applique sur le revenu. Ça veut dire que nous avons un taux, d'accord, qui s'applique sur le revenu réalisé par l'entreprise. Et le revenu, donc normalement, c'est le revenu net. Sachant que
supposons qu'une entreprise aurait donc effectué des charges et aurait réalisé un chiffre d'affaires avec un client. D'accord? Donc elle a vendu son produit, elle l'a vendu à 1000, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce chiffre d'affaires? Donc elle est censée payer des charges comme salaire à A, ça veut dire l'ensemble des employés, comme frais d'achat à B en tant que fournisseur et comme frais divers à C qui sont donc les différents opérateurs avec lesquels l'entreprise aurait réalisé son exportation, son produit qu'elle a vendu au client. Donc normalement, ici il y a deux résultats. Donc il y a le résultat, bon ici elle aurait par exemple payé 100, 200, 300. Donc ici il y a le chiffre d'affaires qui est égal à 1000, ça c'est un résultat, ça c'est un revenu, ça veut dire le revenu brut. D'accord? Mais à côté, donc elle aurait supporté des charges de 100, 200 et 300, donc ça fait 600. Donc on se demande, le revenu que l'entreprise aurait gardé donc est égal à 400. Le revenu qu'elle aurait effectivement encaissé est égal à 1000. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit vous payez l'impôt sur 1000, soit vous payez l'impôt sur ce que vous avez gardé. Donc si vous payez l'impôt sur 1000, ça veut dire que vous allez payer l'impôt sur la part, sur le total revenu, mais ce revenu a été réparti entre 4 personnes, à savoir l'entreprise A, B et C. Donc l'entreprise aurait gardé 400, le A aurait bénéficié de 100, B de 200 et C de 300. Donc ça veut dire que vous allez payer l'impôt sur votre part et sur les parts dont d'autres ont pu bénéficier. Donc du point de vue justice, on ne peut pas admettre à ce qu'une entreprise paye l'impôt à la place d'autres personnes. La deuxième possibilité, c'est que, et ça on ne peut pas l'admettre, donc la deuxième possibilité c'est que on peut demander à l'entreprise de payer l'impôt sur la totalité, d'accord? Ça veut dire payer l'impôt sur sa part et sur la part des autres bénéficiaires, et après avoir payé l'impôt à l'administration fiscale, donc elle peut revenir auprès des bénéficiaires pour récupérer l'impôt qu'elle a payé à leur place. Et à ce moment-là, donc on risque à ce que A, B et C ne veulent pas payer l'impôt à l'entreprise. Et à ce moment-là, on va obliger l'entreprise à payer l'impôt au nom d'autres, et elle va supporter la charge fiscale qui devrait être supportée par les personnes qui ont bénéficié d'un revenu. Donc la loi exige à ce que toute personne qui aurait réalisé un revenu, donc elle doit normalement supporter un impôt. Et c'est à ce moment-là que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt nominatif. Ça veut dire que vous devez le payer en votre nom et à titre individuel et à titre personnel. Donc c'est ainsi que, normalement, l'administration fiscale, d'accord, donc elle est censée encaisser l'impôt sur toutes les personnes qui ont bénéficié de son revenu. Donc les personnes qui ont bénéficié de ce revenu, c'est l'entreprise. Vous avez A, B et C. Donc c'est ainsi que A doit passer chez l'administration fiscale pour payer l'impôt sur sa part, sur 400. A devrait payer l'impôt sur 100. Donc lorsque l'impôt est payé par l'entreprise, donc le cumul sur lequel on a récupéré l'impôt au niveau de l'administration fiscale, c'est 400, plus les 100 de A, ça fait 500, plus les 200 de B, ça fait 700, plus les 300 de C, ça fait 1000. Donc l'administration fiscale va encaisser un impôt sur un revenu total de 1000, mais à raison de 400 sur l'entreprise, de 400 c'est l'entreprise, 100 de chez le A, 200 de chez le B et 300 de chez le C. Donc ça veut dire qu'en définitive, donc tout le monde, toutes les personnes qui ont bénéficié donc, de ce revenu, chacun doit payer l'impôt sur la part dont il a bénéficié. Donc ça veut dire que l'entreprise va passer chez l'administration fiscale pour déclarer avoir encaissé un revenu de 1000, mais payer l'impôt sur 400 seulement. Donc comment elle va
convaincre l'administration fiscale en déclarant un revenu encaissé effectivement de 1000, mais se contenter de payer l'impôt sur les 400 restantes. C'est pour ces raisons-là que nous avons admis que l'impôt ne peut pas être, on ne peut payer l'impôt que sur le revenu net, ça veut dire sur le revenu que vous avez effectivement, que vous avez gardé. Parce que là, vous avez encaissé effectivement un revenu de 1000, mais vous n'avez gardé que 400. Donc normalement, vous allez passer chez l'administration fiscale, d'accord, pour payer l'impôt sur les sociétés sur le revenu net. Et le revenu net est égal au revenu brut moins les charges. Ça veut dire que vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur dire que donc mon calcul est le suivant. Donc ça c'est pour l'entreprise. Donc vous allez déclarer réaliser 1000, vous allez déclarer avoir supporté des charges de 100, 200 et 300, et ainsi vous avez gardé 400. Donc sur 1000, d'accord? Donc vous allez payer 400. Donc si on valide ce résultat déclaré par l'entreprise, sur un revenu de 1000, donc on va encaisser un impôt sur 400 seulement. D'accord? Bon, pour permettre à l'entreprise de déduire ses charges et de se contenter de payer l'impôt sur le revenu net au lieu du revenu brut, donc il faut ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle passe chez l'administration fiscale, donc elle va leur dire que j'ai effectivement réalisé un revenu de 1000, mais je vais vous payer un impôt uniquement sur 400. Donc le reste, qu'est-ce que vous avez fait avec le reste? Donc je l'ai payé à d'autres. Donc dans ce cas, l'entreprise doit permettre à l'administration fiscale de récupérer l'impôt sur les 600 restantes de chez qui? D'accord? Donc c'est un revenu qui a été réparti entre plusieurs personnes. Nous avons obligé la première, donc nous avons récupéré l'impôt sur la part de la première personne, mais le reste, on va le récupérer de chez qui? Donc pour permettre à l'entreprise de déduire les charges et de se contenter de payer l'impôt sur la différence, donc il faut qu'elle déclare le montant de l'opération, la nature de l'opération et la personne. Ça veut dire le bénéficiaire qui a bénéficié de ce revenu. Donc ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle passe, donc il faut qu'elle déclare le montant de l'impôt, la nature plutôt le montant du revenu, la nature du revenu, est-ce que c'est un revenu ou une charge, et la personne à qui nous avons payé les charges et la personne de chez qui nous avons encaissé le revenu. Donc ici, nous avons encaissé le revenu de chez le client, d'accord? Et ici, nous avons payé 100 à A, 200 à B et 300 à C. Donc dans ce cas, si vous déclarez l'identité des personnes qui ont bénéficié de la part du revenu que vous avez déduite, donc ici, l'administration fiscale peut reconnaître facilement le bénéficiaire. Elle va essayer donc de lui demander de payer l'impôt sur la part dont il a bénéficié, qu'il a encaissé de chez l'entreprise. Donc lorsque vous procédez à une telle déclaration, donc vous déclarez le A, donc il est déjà déclaré à l'administration fiscale, vous déclarez le B, il est déjà connu par l'administration fiscale, et le C, la même chose. Donc on va, avec cette déclaration, donc nous allons imputer ces valeurs dans les comptes de A, qui est déjà déclaré à l'administration fiscale, parce que c'est un opérateur économique, B la même chose, et C la même chose. Donc de même pour le compte client. D'accord? Donc la première opération, c'est la réalisation d'un chiffre d'affaires. Qui vous a payé ce chiffre d'affaires? C'est le client. Donc cette valeur de 1000 représente pour l'entreprise un revenu, mais pour le client, ça représente une charge. À qui il a payé le client? Sur la base de cette déclaration, à l'entreprise encaisseur. Donc c'est le principe de la partie double en matière d'imputation comptable. Donc c'est une écriture comptable comme toutes les opérations comptables réalisées par l'entreprise. Donc deuxième opération 100. Donc pour l'entreprise c'est une charge, mais pour A c'est un revenu. Ça veut dire que
on doit signaler que A a encaissé un revenu de chez l'entreprise égal à 100. B, donc 200, la même chose pour donc, de chez l'entreprise, et C, 300, de même pour C de la part de l'entreprise. D'accord? Donc vous déposez votre déclaration, et on sait déjà que A, B et C auraient encaissé une partie du revenu déclaré par l'entreprise. Donc l'entreprise va payer un impôt sur 400, et sur les 600, donc on va la récupérer à raison de 100 sur A, à raison de 200 sur B, à raison de, C, de 300 de chez C. Pour le client qui est soumis lui-même à l'impôt et qui est déclaré auprès de l'administration fiscale, donc ça représente une charge. Donc ça, c'est suite à la première déclaration. Donc on va attendre la déclaration de A. Donc A, il y a deux possibilités. Soit il valide, il confirme ce qui a été effectué, ça veut dire qu'il va passer chez l'administration fiscale pour déclarer le revenu, et donc parmi les composants de son revenu brut, donc il y a une valeur de 100 qu'il aurait encaissé de chez l'entreprise. Donc là, il est en train de confirmer ce qui a été déclaré par l'entreprise. Donc ici, vous avez 100, ici, vous avez 100, donc c'est une déclaration conforme. Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé réellement. Donc de même pour B, de même pour C, et de même pour le client. Maintenant, si quelqu'un veut frauder à l'impôt, d'accord? Donc il y a le risque à ce que les deux déclarations ne soient pas conformes. Ça veut dire si l'entreprise veut frauder à l'impôt, donc elle a intérêt à gonfler les charges. Ça veut dire qu'elle va payer 300 à C, mais elle va déclarer 400. Donc si elle déclare 400, donc au lieu de payer l'impôt sur 400, elle va payer l'impôt sur 300 seulement. Parce que vous aurez 400 plus 200 plus 100, ça fait 700, 2000, ça fait 300. Donc elle va frauder à l'impôt. Donc c'est une fausse déclaration. D'accord? Donc elle paye 300 à C, mais elle déclare 400 à l'administration fiscale pour payer moins d'impôts. Donc pour le C, il n'a pas intérêt à confirmer ce qui a été déclaré par erreur par l'entreprise. Parce que s'il confirme avoir plutôt encaissé 400 au lieu de 300, donc il va payer l'impôt sur 400 au lieu de 300, donc il va payer plus d'impôts. Donc c'est pour cette raison-là que les déclarations, donc il faut qu'elles soient conformes entre les opérateurs. Donc de cette façon, on va maîtriser les déclarations et on va pouvoir contrôler ce qui s'est passé réellement. D'accord? Donc de cette façon, on est censé déposer donc, notre déclaration. Donc la déclaration de l'entreprise, donc elle est censée être présentée donc, de cette façon. Ça veut dire les éléments constituant la déclaration. Donc c'est la nature de l'opération, le montant de l'opération et la date, bien sûr, il faut que ce soit au cours de l'exercice et la personne avec qui nous avons réalisé nos opérations. Donc la condition, c'est que pour que l'entreprise puisse accepter ces déductions, donc il faut que la personne à qui nous avons payé une charge, donc il faut qu'elle soit déclarée auprès de l'administration fiscale. Ça veut dire si vous déclarez, par exemple, que vous avez versé 200 à B et B n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale, donc on ne peut pas le reconnaître. Et on peut pas, donc si on ne peut pas le reconnaître, ça veut dire qu'on ne peut pas le poursuivre pour récupérer le montant de l'impôt. Donc pour l'administration fiscale, c'est un manque à gagner, c'est une perte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les dispositions en vigueur. Donc une entreprise, donc elle est censée, pour régulariser ses opérations avec l'administration fiscale, donc elle est censée réaliser toutes ces opérations avec des gens qui sont déclarés auprès de l'administration fiscale. C'est comme si vous vendez quelque chose à quelqu'un qui n'est pas déclaré auprès des autorités publiques, il n'a pas de numéro d'identité nationale, et vous lui vendez quelque chose, il ne vous paye pas. Donc lorsque vous passez pour déposer votre requête, donc vous allez demander aux autorités publiques de chercher quelqu'un qui n'est pas connu auprès de ces autorités. Donc ça va être difficile donc, de le reconnaître et de pouvoir donc, récupérer votre droit de chez cette personne. Donc la même chose. Donc si vous traitez avec quelqu'un qui n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale, donc l'administration fiscale ne peut pas le reconnaître et à ce moment-là, donc elle ne peut pas récupérer l'impôt. C'est pour ces raisons-là que lorsque vous réalisez une opération pareille, donc on ne va pas l'admettre, on ne va pas la valider auprès de l'administration fiscale. Ça veut dire que si vous vendez 200, si vous payez la valeur de 200 à B qui n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale,
D'accord? Donc ça veut dire que sur la première, donc on va récupérer un impôt sur 400 de chez l'entreprise, on va récupérer un impôt de 100 chez A, on va récupérer un impôt de 300 de chez C, mais les 200 que vous avez payé à B, donc on ne peut pas la récupérer parce qu'on ne connaît pas B. Qui est-ce? Il n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale. Donc pour nous, c'est une perte. Donc au lieu d'encaisser un impôt sur 1000, on va encaisser un impôt sur 300 plus 100 plus 400, ça fait 800. Donc ça fait une valeur en moins de chez l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale n'est pas censée supporter une perte parce que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions de la loi. Donc si vous respectez les dispositions de la loi et vous traitez avec des gens qui sont déclarés en totalité chez l'administration fiscale, donc on va valider vos charges. Si vous traitez avec quelqu'un qui n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale, donc pour elle, c'est une perte, et pour vous, donc, c'est parce que vous n'avez pas respecté la loi qu'on ne va pas admettre cette charge. Et dans ce cas, vous faites votre calcul ainsi, et au niveau de l'administration fiscale, donc on va refaire le calcul. Ça veut dire qu'on va valider 1000, qu'on va valider 100, qu'on va valider 300 et qu'on ne va pas valider 200. Donc pour nous, ça c'est une charge déductible, ça c'est une charge déductible, mais ça c'est une charge non déductible. Donc ça fait 0. D'accord? On va refaire le calcul. 1000 moins 100 plus 300, ça fait 400. Et 6000. Donc ça veut dire que le montant sur lequel vous allez payer l'impôt, c'est 600. Donc dans ce cas, 600, il est composé entre de 400 et de 200. D'accord? 400, c'est votre part nette. D'accord? Et le 200, c'est la valeur dont une autre personne qui n'est pas déclarée auprès de l'administration fiscale a pu bénéficier, mais du moment qu'on ne peut pas récupérer l'impôt de chez cette personne qu'on ne connaît pas, on va le récupérer de chez l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise va payer l'impôt sur une part dont d'autres ont pu bénéficier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté les dispositions de la loi. Donc ces conditions de la charge pour qu'elle soit déductible, donc on va essayer de les voir par la suite, mais là on est en train de comprendre le mécanisme et le raisonnement de l'administration fiscale qui se base sur, bien sûr, les dispositions de la loi et les dispositions de la légalité. Bon. Maintenant, on va essayer de passer au calcul de l'impôt. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le calcul de l'impôt s'effectue de cette manière. Ça veut dire que l'impôt, d'accord, c'est un taux. Maintenant, il y a plusieurs taux, d'accord, qui s'appliquent sur un résultat net. D'accord? Et le résultat net est égal au résultat brut, moins les charges. D'accord? Donc, lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous n'allez pas vous contenter de leur déclarer le résultat net et le montant de l'impôt. D'accord? Mais vous êtes censé déclarer l'ensemble des opérations que vous avez réalisées. Donc, si vous déclarez l'ensemble des opérations que vous avez réalisées, ça veut dire que vous êtes censé mettre à la disposition de l'administration fiscale tous les éléments qui peuvent lui faciliter la tâche en matière de contrôle. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, donc ici, il y a deux phases. D'accord? Donc, il y a une phase comptable et il y a une phase fiscale. Ça veut dire qu'avec l'administration fiscale et en matière de comptabilité, on est censé, pour l'entreprise, elle est censée traiter avec deux parties. La première partie, c'est les actionnaires de la société. C'est-à-dire c'est les propriétaires de la société. La deuxième partie, c'est l'administration fiscale. D'accord? Donc, ça veut dire que votre résultat, ou vos résultats, d'accord? Donc, il y a un résultat qui concerne les actionnaires, et il y a un résultat qui concerne l'administration fiscale. Donc, le résultat qui concerne les actionnaires, donc c'est le résultat net comptable. Le résultat qui concerne l'administration fiscale, c'est le résultat
fiscal. D'accord? Bon. Donc, en comparant le résultat comptable avec le résultat fiscal, donc le résultat net comptable se base sur les dispositions de la comptabilité, d'accord? Et sur la réalité. On l'appelle aussi le résultat net réel. Ça veut dire ce qui s'est passé réellement. Donc, dans ce sens, toutes les opérations de produits et de charges qui ont été réalisées par l'entreprise doivent être comptabilisées. Et ce résultat net comptable est égal au total produit, d'accord, moins total charge. Donc, est égal au résultat net réel. C'est le résultat net comptable. D'accord? Alors qu'au niveau donc, du résultat fiscal, donc c'est un résultat fiscal qui s'est basé sur le résultat net réel, donc à qui on doit appliquer, d'accord, les dispositions de la loi. Ça veut dire que c'est un revenu qu'on a calculé en appliquant les dispositions de la loi réglementant l'impôt sur les sociétés. Dans ce sens, on va essayer de comparer entre deux entreprises, une entreprise qui a respecté les dispositions de la loi et une entreprise qui n'a pas respecté les dispositions de la loi, pour essayer de voir donc la différence en matière d'impôt. Donc on va supposer, d'accord, que l'impôt sur les sociétés est appliqué à raison de 30%, d'accord, sur un résultat net. D'accord? Bon. En principe, une société est censée réaliser des opérations, procéder au calcul du résultat, d'accord, réaliser des opérations au cours de l'année 2019, d'accord, procéder au résultat au cours de l'année 2020, d'accord. Donc, premièrement, payer l'impôt, ensuite, utiliser le revenu à titre personnel. Ça veut dire, si vous prenez par exemple un fonctionnaire, donc il est payé à la fin du mois. Est-ce qu'il peut utiliser son revenu à titre personnel avant qu'il paye l'impôt ou après qu'il paye l'impôt? Donc vous n'avez le droit d'utiliser votre revenu à titre personnel qu'après avoir payé l'impôt. Ça veut dire la première phase, c'est le paiement de l'impôt. D'accord? Et la deuxième phase, c'est l'utilisation à titre personnel. Ça veut dire les dépenses à titre personnel. Donc ici, nous avons deux sociétés. D'accord? Donc nous avons la société A et nous avons la société B qui ont réalisé. Donc ça veut dire que vous réalisez votre revenu en 2019, vous dégagez votre revenu en 2020, d'accord? Et les dépenses personnelles, donc vous ne pouvez les réaliser qu'après avoir payé l'impôt. Bon. Pour le A, elle a respecté la loi. Ça veut dire qu'en 2019, elle a réalisé un revenu brut de 1000, d'accord? Et elle a supporté des charges de 300. D'accord? Donc, elle va avoir un résultat net de 700. Elle va lui appliquer l'IS à raison de 30%, donc multiplié par 30%, donc ça fait 210. D'accord? Et le revenu net serait de 700 moins 210, ça fait 490. Et à ce moment-là, donc ça se passe en 2020. D'accord? Et toujours en 2020, elle veut acheter une voiture à raison de 200. Donc ça, c'est achat de voiture personnelle. Donc combien il lui reste? Il lui reste 290. D'accord? Bon. Pour B, donc cette entreprise A, elle a respecté la loi. Ça veut dire que
Normalement, elle n'a pas le droit d'utiliser son revenu qu'après avoir payé l'impôt. Quand est-ce qu'elle va payer l'impôt? Elle va payer l'impôt en 2020. Donc elle doit attendre. Ça veut dire que pour les dépenses personnelles, vous avez le droit d'utiliser votre revenu acquitté de l'impôt. Ça veut dire première phase, payer l'impôt, ce n'est qu'après avoir payé l'impôt que vous avez le droit d'utiliser votre revenu. C'est ce qu'elle a fait. Donc elle aurait payé un impôt de 210, à raison de 30%, 3 fois 7, 21, ça fait 210. Donc 210 de 700, ça fait 490. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle va acheter une voiture qu'elle va utiliser à titre personnel à raison de 200. Donc elle va garder un résultat net définitif de 290 après avoir supporté ou payé des charges personnelles. Donc pour le B, elle n'a pas attendu la détermination du revenu et le paiement de l'impôt pour, ça veut dire au cours de l'exercice. Pour le A, au cours de l'exercice, elle s'est contentée de supporter des charges d'exploitation liées à l'exploitation, liées à la réalisation du revenu, et qu'après avoir payé l'impôt, donc elle aurait effectué des achats personnels. Pour le B, elle a réalisé le même revenu brut de 1000, mais elle a confondu entre, ça veut dire qu'elle n'a pas attendu l'année prochaine pour payer l'impôt, pour s'acquitter de l'impôt pour pouvoir acheter une voiture personnelle, donc elle a préféré acheter une voiture personnelle lors de l'exercice, ou là en cours de l'exercice. Donc ça, c'est un raisonnement pour l'entreprise, donc elle peut faire ce qu'elle veut, d'accord? Donc dans ce cas, elle aurait supporté des charges d'exploitation de 300 plus l'achat de voitures de 200. Donc ça lui fait 500, 2000, donc elle aurait, en comptabilité, elle aurait réalisé un résultat net de 500. D'accord? Elle va appliquer l'impôt sur 500, à raison de 30%, ça lui fait 150. D'accord? Elle aurait gardé un résultat net définitif, d'accord, de 350. Donc les opérations qui sont réalisées par les deux entreprises sont identiques, à savoir réaliser un revenu de 1000, d'accord, supporter des charges de 300 d'exploitation, des charges de l'achat de voitures de 200 et des charges d'impôt. D'accord? Donc pour l'impôt supporté par A, c'est 210. Pour l'impôt supporté par B, c'est seulement 150. Donc le résultat net pour A, après avoir réalisé et supporté toutes ces charges et réalisé l'ensemble de ces opérations, c'est 290. Et le résultat pour B, c'est 350. Donc la différence entre 350 et 290, ça fait 60. Pourquoi B a réalisé un bénéfice supérieur au bénéfice réalisé par A, sachant que les deux entreprises ont réalisé les mêmes opérations? C'est parce que le 60, c'est la différence entre le montant de l'impôt supporté par A et le montant de l'impôt supporté par B, qui est égal à 60. Pourquoi B a réalisé plus de revenus? C'est parce qu'elle a payé moins d'impôts. Donc si vous payez moins d'impôts, donc automatiquement, le bénéfice augmente avec la valeur que vous avez payée en moins, qui est égale à 60. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, que c'est équitable? Non. Donc c'est pour ces raisons-là que nous, au niveau de l'administration fiscale, on est censé recevoir deux déclarations de chez deux entreprises. D'accord? Donc lorsqu'on constate que l'entreprise, elle a déclaré, parce que nous serons intéressés par le montant de l'impôt. Si on constate que l'entreprise A a respecté effectivement les dispositions de la loi, donc on est censé valider son résultat et l'acquitter. Ça veut dire que vous avez payé ce qu'il faut, donc vous serez acquitté. Mais si on constate que l'entreprise B n'a pas respecté les dispositions de la loi parce qu'elle a confondu entre les charges personnelles et les charges d'exploitation, alors là, on n'est pas obligé de valider ce qu'elle est en train de déclarer. D'accord? Et on va constater, donc en contrôlant cette opération, on va constater que l'erreur, elle est là. Donc c'est pour ces raisons-là que on doit déterminer, d'accord, deux choses au niveau des charges. Des charges que vous pouvez déduire par la loi et des charges que vous ne pouvez pas déduire. Donc les charges que l'entreprise
est autorisé à les déduire, donc c'est des charges qui ont respecté la loi. Donc pour les charges déclarées par le A, c'est des charges qui ont respecté la loi. Donc lorsque vous dites à l'entreprise, à l'administration fiscale que vous avez supporté des charges de 300, donc ça veut dire que ces charges sont liées à l'exploitation, sont nécessaires à l'exploitation. Donc vous avez le droit de les déduire pour ne payer l'impôt que sur la différence. D'accord? Parce que c'est un revenu que vous avez encaissé effectivement, mais que vous n'avez pas gardé, que vous l'avez payé à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc vous allez payer l'impôt sur 700, et sur les 300 pour laquelle vous avez les 300 que vous avez déduits, donc vous allez déclarer à l'administration fiscale que vous l'avez payé à X, et ils vont donc poursuivre X pour que l'administration fiscale puisse récupérer l'impôt sur cette valeur. Mais ici, non. Ici, il y a deux déclarations, deux charges. Donc, une charge déductible et une charge non déductible. Parce que vous n'avez pas le droit de déduire une charge avant de payer l'impôt. D'accord? Donc, lorsque vous passez chez l'administration fiscale, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que pour les 300, vous avez le droit de les récupérer. Donc, il n'y a pas de problème. On va les considérer comme une charge déductible. Mais pour les 200, on va les considérer comme une charge non déductible. Autrement dit, vous n'avez pas le droit de déduire une charge avant de payer l'impôt. Donc, si cette 200 n'est pas déductible, donc au niveau du contrôle et de recalcul de l'impôt, donc les 1000, on va l'admettre, moins 300 plus 0. Donc si on n'admet pas cette déduction, donc ça veut dire que la valeur est égale à 0. Donc dans ce cas, votre résultat net comptable est égal à 500, mais votre résultat net imposable devrait être égal à 700. Vous, lorsque vous avez fait la comptabilité, vous vous êtes basé sur ce qui s'est passé réellement. Et vous avez calculé, vous avez trouvé un résultat de 500. Donc ça, c'est un résultat réel, net réel, que vous avez effectivement réalisé. Mais lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous devez vous contenter de comptabiliser uniquement les charges déductibles. Parce que là, vous avez deux types de charges. Donc des charges déductibles que vous avez le droit de déduire et des charges que vous n'avez pas le droit de déduire avant de payer l'impôt. Vous faites ce que vous voulez à votre capital, mais après avoir payé l'impôt. D'accord? Donc ça veut dire que pour le calcul du résultat net, donc on doit se contenter uniquement des charges liées à l'exploitation. Les charges non liées à l'exploitation et qui rentrent dans le cadre des charges personnelles, on ne peut pas les valider, on ne peut pas autoriser l'entreprise à les déduire. Donc c'est ainsi qu'on va mettre 0 au lieu de 200. Donc ça va nous donner 700. Donc 700 multiplié par l'IS à raison de 30%, donc ça va vous faire 210. D'accord? Et c'est ainsi que vous allez payer le même montant. Ça veut dire que ici, on va admettre à ce que, donc dans ce cas, suite au contrôle de l'administration fiscale, donc on va constater que les deux entreprises sont traitées de la même manière, aussi bien pour A que pour B. D'accord? Donc A aurait supporté 1000 plus 300 plus 200 de l'achat de voiture plus 210 du montant de l'impôt. Donc ça va lui faire 290. D'accord? Donc pour B, il aurait réalisé un revenu de 1000, des charges d'exploitation de 300, des charges d'achat de voiture de 200 et des charges d'impôt de 150 qu'il a payé lors de la déclaration et la différence. Ça veut dire que vous avez trouvé un résultat net, un résultat de l'impôt de 150, donc vous allez la verser immédiatement, mais nous, après avoir effectué le contrôle, on va constater que vous devez payer 210 au lieu de 150. Ça veut dire qu'on va vous convoquer pour vous dire que
nous avons procédé à une vérification de ce que vous avez déclaré, et nous avons trouvé le montant intégral de l'impôt, c'est 210 et non pas 150. Vous avez déjà payé 150, donc on vous demande de payer la différence qui est égale à 60. D'accord? Donc si vous calculez ces charges, donc vous allez trouver que le résultat net serait de 290. Et à ce moment-là, vous allez traiter les deux sociétés en même temps, plutôt à part égale. D'accord? Donc c'est ainsi que donc on peut admettre à ce que l'entreprise, plutôt l'administration fiscale, est censée donc procéder à des opérations de vérification de ce qui a été déclaré par l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est libre de procéder au calcul de l'impôt à sa façon. Donc normalement, elle est censée respecter les dispositions de la loi et appliquer les dispositions de la loi pour trouver un bon résultat ou le bon résultat en matière d'impôt. Si vous respectez les dispositions de la loi, donc nous, au niveau de l'administration fiscale, qui est censé procéder aux opérations de contrôle, donc on est censé valider ce que vous avez trouvé comme bon résultat. Si on trouve que vous n'avez pas respecté les dispositions de la loi telles que l'entreprise B, donc on va constater que on est censé donc refaire le calcul pour appliquer pour bien appliquer les dispositions de la loi. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons redressé la situation, c'est ce qu'on appelle le redressement fiscal. Nous avons trouvé un montant d'impôt de 210 par rapport à ce qui a été déjà déclaré et payé par l'entreprise. Donc on va convoquer l'entreprise pour qu'elle puisse nous payer donc, le complément. Donc la valeur totale de l'impôt par l'entreprise est répartie entre un montant constaté et payé par l'entreprise et un montant constaté par l'administration fiscale et payé par l'entreprise non pas suite à la déclaration, mais suite au redressement fiscal. Donc ça fait un total d'impôt de 210, comme le cas d'ailleurs de l'entreprise A. Donc deux entreprises qui ont réalisé les mêmes opérations donc, et de façon différente, donc on est censé, et qui ne trouvent pas le même résultat, donc on est censé redresser la situation pour qu'elle puisse être traitée de manière identique. Donc ça, c'est pour les charges. Donc ça veut dire, ce qu'on peut constater, c'est que au niveau de la comptabilité, d'accord? Donc au niveau de la comptabilité, d'accord? Donc on prend en considération l'ensemble des charges supportées par l'entreprise, mais au niveau de la fiscalité, donc on est censé faire la différence entre les charges déductibles et les charges non déductibles. Et on ne prend en considération que les charges déductibles et on ne doit pas admettre à l'entreprise de comptabiliser des charges non déductibles. C'est des charges qui sont supportées effectivement par l'entreprise, mais qu'elle ne peut pas déduire avant de payer l'impôt. D'accord? Donc ce qu'on peut dire sur les charges, on peut le dire sur les revenus. Donc pourquoi? Parce que l'entreprise, lorsqu'elle comptabilise le revenu, donc elle est censée comptabiliser l'ensemble des revenus qu'elle aurait effectivement encaissés ou effectivement réalisés. D'accord? Mais au niveau de la fiscalité, donc là aussi, il y a des revenus qui passent par l'impôt, il y a des revenus qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas passer par l'impôt. Donc on se contente des charges. Donc lors de la séance prochaine, on va essayer de voir comment les revenus sont traités. Donc ici, on a essayé donc, de donner un exemple sur les charges déductibles, les charges non déductibles. Et au niveau des revenus, donc, on va appliquer le même raisonnement. Ça veut dire que sur l'ensemble des revenus réalisés par l'entreprise, il y a des revenus qui doivent passer par l'impôt, qu'on va considérer comme des revenus imposables. Il y a des revenus qui ne doivent pas passer par l'impôt, soit parce qu'ils sont exonérés, soit parce qu'ils sont hors champ d'application de l'impôt, soit parce qu'ils ont été déjà soumis à l'impôt avant qu'ils soient réalisés par l'entreprise. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire passer le même revenu deux fois par le même impôt, sinon on aura la double imposition. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer lors de la prochaine séance, avant de passer pour le calcul pratique de l'impôt sur les sociétés.
je vous laisse. Donc si vous avez des questions, donc soit vous, donc vous les, vous les, donc vous les imputez le site. Sinon, donc, on peut, chaque 3-4 séances, donc on essaiera donc, de faire un rappel sur ce que nous avons fait. Donc pour le support de cours, donc je n'ai pas voulu vous le mettre à votre disposition immédiatement, parce que là, c'est un raisonnement pratique. Lorsqu'on va commencer donc, le calcul effectif et pratique de l'impôt, donc je vais mettre à votre disposition donc, la partie concernant cette phase. Au revoir. Merci.